Nous allons commencer la webconférence. Donc merci d'être présent. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est une présentation qui va durer environ 30 minutes. Et donc pour que ça se passe au mieux, on va couper les micros pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Et ensuite, on rouvrira les micros pour les questions et les réponses relatives à cette webconférence. Donc, qui traite des thèmes transport et services du nouveau référentiel HQE bâtiment durable de Certivea. Moi je suis Christophe Gérard, le directeur recherche et développement de Certivea, et Alexis Pérez, donc qui est ingénieur d'études à la direction recherche et développement, et qui est chargé plus particulièrement de ces thèmes transport et services. Donc je vais laisser Alexis présenter, après avoir coupé les micros de chacun. Et donc, on va commencer la présentation. Voilà. Donc, présentation sur les thèmes transport et services de la nouvelle offre HQE bâtiment durable. Donc, globalement, cette conférence va se diviser en 3 éléments. On va essayer de voir rapidement ce qu'est Certivea. Donc, on évoquera, dans un premier temps, quelles sont les offres de Certivea. Ensuite, comment se positionnent les thèmes transport et services au sein de l'offre HQE bâtiment durable. Et finalement, le détail des thèmes, les enjeux, les obligations réglementaires et la notation de chaque thème. Alors, qui est Certivea? Certivea est surtout connu pour sa certification HQE, mais c'est aussi présent sur d'autres activités qui ne cessent de se développer. Déjà d'autres certifications et labels, comme le HQE aménagement ou le HQE infrastructure. Également sur la formation avec le CSTB compétences, le CSTB étant notre maison mère, et également sur l'évaluation, puisqu'à partir d'ISIA, on peut aussi évaluer ces bâtiments. Quels sont les objectifs de la webconférence? Dans un premier temps, comprendre les enjeux et les exigences des thèmes transport et services. Ensuite, comprendre comment ces thématiques évoluent au sein du référentiel HQE bâtiment durable. Donc nous allons maintenant entrer dans le référentiel HQE bâtiment durable, voir globalement comment il est construit. Donc les 14 cibles faisaient partie de la précédente offre NF-HQE. On est donc passé maintenant à 4 engagements avec la qualité de vie, la performance économique, le respect de l'environnement et le management responsable. Les thèmes transport et services au sein de ces engagements se situent dans un objectif qui s'appelle des services qui facilitent le bien vivre ensemble. Donc on retrouve, comme je l'ai dit précédemment, dans l'engagement qualité de vie, l'objectif des services qui facilitent le bien vivre ensemble, les thèmes transport et services. Quels sont les contextes et les enjeux du thème transport? Donc, dans un premier temps, la plupart des personnes connaissent ces chiffres, le secteur des transports est responsable d'une part importante de l'accroissement de la consommation finale d'énergie en France, dont 80% pour la route. Même si l'on constate depuis 2001 une stabilisation, voire cette année une diminution de la consommation d'énergie finale du secteur, celle-ci se place toujours au second rang, derrière le secteur résidentiel tertiaire. Un enjeu également au niveau de la qualité de l'air, puisqu'il y a de nombreuses émissions au niveau des particules fines, les PM10 et les PM2,5, aussi au niveau des émissions d'oxyde d'azote. Toutefois, les émissions ne sont pas homogènes sur le territoire et sont plus intenses en zone urbanisée. Également un enjeu économique, puisque le transport constitue la deuxième dépense des ménages derrière le logement. Un enjeu territorial, étant donné que l'objectif de développement durable de la ville est de répondre de façon cohérente à différentes finalités, dont la qualité de vie, la lutte contre l'étalement urbain, la surconsommation des espaces naturels, la préservation de la biodiversité et la lutte contre les nuisances sonores telles que le bruit. C'est également, pour finir, un enjeu social, puisqu'on remarque une situation de dépendance vis-à-vis de l'automobile. Donc la croissance de la demande de transport est tirée par l'étalement urbain et a conduit à une situation de dépendance, comme je l'ai dit précédemment, qui est encore plus forte
dans les territoires peu ou mal desservis par les transports publics. Elle est souvent associée à un accroissement du stress et à une dégradation de la qualité de vie. Donc, nous allons entrer dans les obligations réglementaires du thème transport, puisque comme vous le savez peut-être, il y a un décret qui date du 13 juillet 2016 qui est entré en application à partir du 1er janvier 2017 et qui concerne les équipements des stationnements d'installations dédiés à la recherche des véhicules électriques et hybrides et l'installation d'infrastructures pour les stationnements de vélos. Donc, nous allons commencer par les stationnements de vélos. Dans un premier temps, comment est-ce qu'on doit s'équiper pour répondre à cette obligation réglementaire? Donc là, ce sont des extraits du décret. Donc ça doit être au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos qui doit être surveillé et comporte un système de fermeture sécurisé avec des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par au moins une roue. Ensuite, cet espace doit être couvert et se situe de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou au premier sous-sol à condition qu'il soit couvert et clos. Ensuite, on doit calculer le dimensionnement des infrastructures des stationnements de vélos. Donc, le calcul de ce dimensionnement, il diffère en fonction des bâtiments. Il est de 15% pour les bâtiments accueillant un service public, et il est de 10% lorsque les bâtiments constituent un ensemble commercial ou un établissement de spectacle cinématographique. Donc c'est 1,5% de la surface plancher. Pour les bâtiments dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2017, il faut voir un autre arrêté du 20 février 2012 qui concerne uniquement les bâtiments de bureaux. Concernant l'installation de recharge des véhicules électriques, l'ensemble des bâtiments neufs, donc comme on vient de le dire, dont le dépôt du permis de conduire a été fait depuis le 1er janvier 2017, et comportant un parc de stationnement destiné aux salariés, doivent être prééquipés en installation de recharge de véhicules électriques ou hybrides. Donc, dans ce slide, vous trouverez un tableau qui résume le nombre de places qui doivent être équipées. Donc, ça dépend de deux éléments. Premièrement, de la capacité d'accueil du parking et dans un second temps, de la typologie du bâtiment qui est concerné. Donc, par exemple, on le voit que pour un bâtiment industriel ou tertiaire qui a 40 places ou moins, c'est 10% des places du parking. Alors que pour un ensemble commercial ou un cinéma, c'est 5% s'il a 40 places ou moins. Si le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2017, il faut se référer au 25 juillet 2011. Alors ce nouveau décret, il apporte deux principales modifications. La première, c'est qu'il étend les dispositions à plusieurs typologies de bâtiments, alors qu'avant, il était centré sur les bâtiments tertiaires ou les habitations. Donc là, il concerne désormais les bâtiments à usage industriel et comme on vient de le voir, les bâtiments constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacle cinématographique. Et le deuxième élément, c'est qu'il rehausse les seuils demandés par le décret précédent. Maintenant, comment s'organise le thème transport au sein de l'offre HQE bâtiment durable? Il existe deux sous-thématiques qui sont les dispositifs présents sur le site et les offres de transport à proximité. Donc on ne va pas rentrer dans le détail des exigences, mais globalement, pour que vous sachiez ce qu'il y a dans le référentiel, chaque sous-thématique comprend un ensemble de blocs d'exigences qui est lui-même découpé en exigences. Donc les blocs d'exigences par sous-thématique sont accès, flux, vélo, véhicules électriques pour les dispositifs présents sur site. Et concernant les offres de transport à proximité, nous avons les transports en commun, véhicules électriques et vélos, gares et aéroports, pistes cyclables et infrastructures routières. Sur ce slide, on va faire un zoom sur une exigence, sur une question qui nous est souvent demandée. Donc on pensait que c'était bien d'y répondre, comme ça permettrait peut-être de devancer vos questions. Au niveau des emplacements vélos à destination des utilisateurs, qui sont les occupants et les visiteurs,
Donc ça, c'est le nom de l'exigence. Présence d'emplacement vélo à destination des utilisateurs dimensionnés au regard des flux utilisateurs. Comment est-ce qu'on peut répondre à cette exigence? Quelles sont les actions qu'il est possible de valoriser? Donc, ce qui est valorisable, c'est les stationnements surveillés et dimensionnés comme il a été dit dans la réglementation, qui sont couvertes de préférence au rez-de-chaussée ou au sous-sol. Donc ça, c'est valorisable. Ensuite, si des emplacements vélos sont disponibles sur une parcelle commune avec d'autres bâtiments, c'est tout à fait valorisable si les emplacements vélos sont dimensionnés pour accueillir les occupants des différents bâtiments. Ensuite, les stations vélo libre-service type Vélib à Paris ne sont pas valorisables grâce à cette exigence. Elles le sont sur une autre exigence, qui est l'offre de transport à proximité. Ensuite, les vélos installés sur l'espace public ne sont également pas valorisables. Quel est le poids des thématiques au sein du thème transport? Euh, donc on remarque qu'il y a une prédominance des exigences relatives au vélo et au transport en commun. On a voulu mettre en avant ce genre de déplacement. On remarque également qu'il y a un faible poids des exigences piétons. Cela s'explique par le fait qu'il y a de nombreuses exigences qui sont demandées dans les thématiques facilité d'usage, facilité d'accès et sûreté sécurité. Donc elles ne le sont pas sur l'exigence transport, sur la thématique transport. Quelle est la notation du thème transport? Alors l'évaluation se fait au rapport du pourcentage de points obtenus sur les points disponibles. Donc on voit le détail puisque maintenant l'offre HQE bâtiment durable se base sur une classe et vous avez donc ici le détail des points qu'il faut obtenir pour obtenir la classe A, B, C, D, E, F. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez vous référer au guide du thème PDF qui se situe sur ISIA au niveau de la thématique. Nous allons maintenant passer au contexte et enjeux du thème service. Alors, on remarque que les salariés font de plus en plus attention aux services qui sont disponibles au sein du bâtiment. Les entreprises conçoivent de plus en plus de services dédiés aux collaborateurs, proposent de nouvelles manières de travailler, de libérer du temps personnel aux salariés, créer de la cohésion ou encore transmettre les valeurs de l'entreprise. L'offre de services constitue désormais un levier d'attractivité et d'image pour les entreprises. Donc, on remarque, grâce à ces chiffres, qu'il y a une enquête Ipsos qui a été réalisée en 2013 sur 300 salariés franciliens, l'importance de l'enjeu des services au sein du bâtiment. Puisque pour la quasi-totalité des salariés, les services favorisent le bien-être au sein de l'entreprise, permettent de rendre l'entreprise plus attractive, permettent également de mieux s'investir dans leur travail et d'avoir un sentiment d'appartenance à l'entreprise. Donc c'est une thématique qui nous intéresse tout particulièrement. Comment le thème service est organisé au sein de HQE Bâtiment Durable? Elle est organisée en deux sous-thématiques qui sont les services à proximité du bâtiment et les services au sein du bâtiment. Au niveau des services à proximité du bâtiment, on a voulu mettre en place différentes typologies de services qu'il est possible de valoriser, donc la restauration, les commerces à proximité, activités médicales, parcs, et au sein du bâtiment, un nombre maximum de 15 services qu'il est possible de valoriser, dont les restaurants d'entreprise, le coin cuisine ou le Wi-Fi généralisé. Plus particulièrement, dans les services à proximité du bâtiment, on va prendre en compte uniquement les services qui sont à une distance de 400 mètres maximum du bâtiment. Il y a deux niveaux de services qui sont pris en compte, les services d'utilisation très fréquente et les services d'utilisation fréquente. Donc on a pondéré ces services d'utilisation et le calcul des services à proximité du bâtiment se fait donc en nombre de services multiplié par la pondération. Donc là, on a un exemple de pondération pour les services à proximité du bâtiment. On remarque par exemple que pour un immeuble de bureau, on a jugé que la restauration, la présence d'un service de restauration était plus importante qu'au sein d'un conservatoire par exemple. Pour les services au sein du bâtiment,
on a réparti la pondération en 3 catégories. Donc les secteurs d'activité ou activités avec peu de services potentiels, ceux avec un potentiel moyen de service et les derniers avec un grand nombre potentiel de services. Donc le calcul se fait de la même façon que pour les services à proximité du bâtiment, puisqu'on a jugé que certains bâtiments, enfin certains types de bâtiments, nécessitaient davantage de services parce qu'on était davantage, on travaillait davantage, on était davantage au sein de ces bâtiments. Par exemple, un immeuble de bureau considère qu'il est censé avoir plus de services qu'un centre d'incendie et de secours, où typiquement on ne va pas mettre en place de salle de sport ou de restauration, ou moins en tout cas, beaucoup moins. Pour la notation globale de STEM, elle se fait en calcul du nombre total de points cumulés, donc ce qu'on a vu précédemment, sur les points disponibles dans les deux parties, qui sont les services à proximité et au sein du bâtiment. Puis pour finir, rapidement, comment se situent ces thèmes au sein de ISIA. Donc là, vous avez un screenshot d'ISIA dans l'espace client. Donc ce sera la configuration que vous aurez en face de vous quand vous remplirez les exigences et les thématiques. Donc tout en haut, nous avons un rappel du sous-objet et de la campagne qui est visée par l'offre, enfin par votre certification, le bâtiment que vous souhaitez certifier ou évaluer. On a un rappel des différents engagements avec l'identification du bâtiment qui est importante au tout début, parce que si vous n'identifiez pas bien le bâtiment, il y aura peut-être des exigences qui seront biaisées, où on ne pourra pas avoir le bon calcul. Donc c'est important de le remplir. Et nous avons les deux thèmes qui nous intéressent, qui sont transport et services. En cliquant sur transport et services, en cliquant sur transport et services, donc vous arrivez sur cette page avec les sous-thématiques comme on l'a vu précédemment, avec les dispositifs présents sur site, avec les blocs d'exigence comme accès et flux, et l'exigence avec la présence d'emplacements, vélos sécurisés et abrités. À côté de ça, vous avez les I, dont j'ai fait référence précédemment, qui servent à vous aider sur les différentes exigences en expliquant ce qui est demandé au sein de cette thématique, au sein de cette exigence, pardon, en faisant un rappel réglementaire de ce qui est demandé. La saisie de l'exigence, si vous avez bien répondu à cette exigence, si vous avez fourni un document permettant de répondre à l'exigence, là typiquement on voit que l'emplacement vélo est sécurisé, l'exigence, vous avez répondu à l'exigence, et dans véhicule électrique, la présence d'une zone de stationnement réservée aux véhicules propres équipés de dispositifs favorisant leur utilisation, il n'y a pas eu de saisie, donc c'est indiqué par une croix rouge. Et pour finir, le score qui est attribué à chaque exigence en fonction de votre réponse. Si vous avez atteint, pas atteint l'exigence.